Donc, bonjour tout le monde, bienvenue, merci de votre présence. Mon nom, c'est Annabelle Berthiaume et puis je suis chercheuse postdoctorale et chargée de cours en travail social. Je fais partie du comité de revue de la revue Ouvrage, en fait, qui est une revue francophone fondée à Montréal, où on diffuse des textes, des entrevues, différents documents, en fait, qui alimentent les débats et les réflexions dans nos milieux. Et c'est dans le cadre de cette revue-là, en fait, que je vous invite à la discussion avec Lily Zalzette, qui est une des autrices avec Stella Finn du livre Te plains pas, c'est pas l'usine, l'exploitation en milieu associatif, qui est paru l'année dernière en France. Donc, bonjour Lily, merci d'être avec nous. Bonjour, ben, Merci. merci de l'invitation. Donc, pour vous présenter un peu plus en détail, en fait, de présenter votre projet du livre, vous dites que d'abord, l'idée du livre part de vos histoires personnelles, hein, qui la tienne, celle d'une rencontre en CA où tu es avec ton CA qui sont composés de gens de gauche, que tu décris comme ça, qui se déclarent du côté des travailleurs et des travailleuses, mais qui se plaignent cependant des anciennes salariées qui ont quitté. Le CA les reproche de ne pas être impliqué, de ne pas comprendre les enjeux, de ne pas être assez conscient des enjeux du milieu associatif, d'être trop attaché aussi à des pratiques syndicales et donc pas comprendre les enjeux de l'organisation puis du milieu associatif. Toi, à ce moment-là, tu es là dans la rencontre, tu aimerais leur dire que tu es en désaccord avec ce discours patronal-là, mais tu avoues être toi-même un peu flatté parce que le CA se félicite de ton embauche. Et quelques années plus tard, en fait, quand tu repenses à cette situation-là, et là, je te cite, tu te souviens de l'ironie de cette situation-là où tu t'es senti, en fait, un peu idiote. Il y a l'histoire de Stella aussi, qui est ta co-autrice, qui, elle, est une militante dans différents collectifs et qui gravite, en fait, autour d'un espace qui est un bar associatif. Euh, Elle le décrit comme un milieu alternatif avec tous les codes du militantisme, où l'ambiance est cool, où on tutoie le patron, où les relations sont plutôt amicales et les militants-militantes y passent beaucoup de temps, ce qui fait en sorte que le lieu a une certaine crédibilité politique dans les milieux de la gauche. Et pourtant, dans ce bar, ce que Stella observe, en fait, c'est des salariés qui se font engueuler tout le temps, des gens qui travaillent presque bénévolement dans le cadre du service civique et surtout une impossibilité, en fait, à partager les critiques sur l'organisation du travail parce que c'est un lieu cool et on est dans les marges, donc tout le monde est égaux. Donc, vous décidez de joindre un peu vos histoires personnelles pour décrire ce livre-là. Je me permets de faire une petite parenthèse avant qu'on commence, en fait, sur le milieu associatif en France. Les associations relèvent du secteur à but non lucratif, ce qui est comme une notion floue, en fait, mais qui les distingue de l'entreprise privée. Le secteur associatif en France n'est pas exactement ce qu'on appelle le secteur communautaire au Québec ou les organismes communautaires. Ça ne recouvre pas exactement les mêmes réalités, mais il y a quand même certaines similarités ou des caractéristiques communes. La première étant la gestion par un conseil d'administration bénévole, puis l'Assemblée générale, qui est une instance souveraine. Et puis, ben, si les associations existent depuis très longtemps, il y a une espèce d'émergence ou d'essor du secteur associatif depuis les années 70, en fait, ben, autour du début des années 70, qui est impulsé par l'État, notamment pour répondre à la crise sociale et économique. Donc, le milieu associatif permet de mettre en forme des nouvelles approches, notamment une gestion locale ou plus démocratique, mais également de répondre aux revendications de l'époque, sur quoi on va revenir. Donc, si la majorité des associations en France n'ont pas d'employés, il y a une minorité qui emploie quand même beaucoup de personnes. Vous dites que c'est 1,8 million, dont un peu moins de la moitié, en fait, qui sont dans des postes permanents, des contrats à durée indéterminée, c'est-à-dire que les autres vivent une certaine précarité au niveau de l'emploi. Donc, essentiellement, là, pour résumer le livre, ça part à la fois d'un livre personnel, mais aussi d'une enquête collective sur les conditions de travail dans les milieux associatifs. Et pour introduire le livre, bien, vous prenez deux fils de réflexion
c'est-à-dire soit une approche du travail de l'intérieur, en vous demandant c'est quoi les conditions de travail du milieu associatif, quels sont les rapports entre les salariés, avec la hiérarchie, comment, pourquoi les gens travaillent autant, se dévouent-ils autant. Et en même temps, vous questionnez le travail associatif de manière générale. Comment se fait-il qu'il y a tant de travail à faire? Pourquoi une instabilité financière permanente? Et vous observez un peu la délégation des tâches de l'État vers les milieux associatifs. Et évidemment, c'est deux fils qui s'entrecroisent, hein, parce que lorsqu'on entend que les associations vont mal, c'est pour cette raison-là, en fait, qu'on justifie un certain nombre de travail gratuits. Donc, c'est deux fils qui s'entrecroisent et qui s'entrecroisent aussi dans votre livre. Donc, ça m'amène à parler un peu avec toi ou aller directement dans le vif du sujet. Ma première question, c'est justement sur cette relation-là avec l'État. Vous dites que le transfert des missions sociales de l'État vers les associations, en fait, a une double fonction. La première fonction, c'est une fonction qu'on entend peut-être un peu plus souvent, qui est cette idée que le milieu associatif est beaucoup moins cher, donc ça permet de réduire les dépenses de l'État. Les travailleurs dans le milieu associatif coûtent moins cher que des fonctionnaires, notamment à cause d'une quantité astronomique de statuts précaires. Mais vous dites également que le transfert, puis là je vous cite, le transfert des compétences du service public vers les associations contribue à une forme de pacification sociale par la canalisation des luttes. Et puis vous donnez par exemple l'exemple de la gestion des banlieues et des luttes contre le racisme en France. Est-ce que tu peux situer un peu plus la proposition de votre livre, puis nous parler un peu de cette deuxième fonction-là, en fait, du rôle des associations dans le transfert des responsabilités sociales? C'est quoi son rôle? Sur cette question-là, je dirais que notre approche, elle a été dans un premier temps assez intuitive. On s'est rendu compte, alors notamment, c'est quelque chose qui s'est encore avéré assez juste pendant la pandémie, la gestion de la pandémie, où l'État a délégué vers des associations la gestion, notamment, je pense à la distribution alimentaire. Donc, il y a des personnes qui se retrouvent en situation de grande précarité. L'État ne pourvoit pas à des besoins immédiats. Donc, il y a toutes les personnes qui vivent... il y a eu une grande précarisation de l'économie pendant cette pandémie. On délègue l'aide alimentaire vers des associations. Et du coup, on ne va pas demander plus d'aide sociale ou un État qui gérerait plus égalitairement la crise sanitaire. On va plutôt aller donner des miettes aux associations et leur demander de répartir ces miettes. Du coup, il y a une forme de... nous, on y a vu une forme de pacification. Alors, je suis un peu floue. Pardon, attends, je me remets dans ta question. Sur cette question de la dépolitisation, on est parti aussi pas mal de ce que nous ont raconté des personnes qui avaient fait la marche de 83, qui est une marche la marche pour l'égalité, qui est une marche qui partait des quartiers pauvres pour monter à Paris, qui était une marche contre le racisme, contre les discriminations. Et à l'arrivée de cette marche, qui était une marche très, très politique, avec des revendications très, très fortes, est créée l'association SOS Racisme, qui devient une association satellite du Parti socialiste, qui a pourvu un grand nombre de ministres et de hauts fonctionnaires d'État. Et donc, on a pu constater que la mise en association de cette lutte dont la marche avait émané avait en fait déradicalisé, si on peut le dire, les revendications de cette marche pour l'égalité, qui s'était pacifiée, qui était devenue simplement une marche pour l'intégration et non plus une marche contre les discriminations. Et nous, on a pensé, en entendant ces témoignages-là, que c'était quelque chose qui se retrouvait dans pas mal de domaines. Alors, ma co-autrice, elle en parle un peu mieux, parce qu'elle est très impliquée dans les mouvements auprès des personnes exilées. Mais à partir du moment où il y a un mouvement très, très fort contre les frontières, contre les expulsions, il y a des associations qui, du coup, il ne s'agit pas du tout de moraliser le fait de se mettre en association. Hein. C'est des associations qui sont aidantes pour des personnes. Il ne s'agit absolument pas de dire qu'il faut garder une grande radicalité dans ces luttes-là. On voit bien aussi à quel point les associations, elles sont utiles à des personnes, à quel point elles produisent du travail réel, de l'aide, du soutien, des solidarités. Mais à partir du moment où il y a cette mise en association, où il y a notamment un recours à des fonds publics,
où il y a des missions qui sont conférées par l'État en termes de gestion, je sais pas, gestion des plateformes de demandeurs d'asile, gestion des centres, y compris des associations qui interviennent à l'intérieur des centres de rétention administrative. Et donc, nécessairement, ces associations-là, qui pouvaient avoir un discours plus politique, elles amoindrissent leur discours dans la mesure où, tout simplement, il faut qu'elles survivent. Et donc, qu'elles aient des salariés, et donc qu'elles aient des fonds publics. Et du coup, nécessairement, on y a vu une forme de pacification. Par rapport à ça, justement, la question de la dépolitisation puis des conditions de financement, vous allez jusqu'à dire que des fois, le travail dans le milieu associatif est en partie orienté de manière contrainte, hein, puis pour contrer un peu cette directive top-down ou pour maintenir une liberté, une autonomie d'action. Vous dites que certains ou certaines de vos collègues vont dire « Ah, ben, il suffit d'adapter son discours, de contourner un peu, de donner essentiellement ce que le bailleur de fonds ou l'État veut entendre dans les demandes de subvention, et après, on conserverait notre autonomie d'action. » Mais vous identifiez quand même cette dynamique-là comme une forme de cercle vicieux. Peux-tu nous nommer, en fait, c'est quoi le problème de maquiller un peu ou de prétendre maquiller son action pour les bailleurs de fonds? Oui, moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose dans ma pratique professionnelle, par exemple, que je fais énormément, de se dire, bon, bah, c'est pas grave, cet appel à projet. Alors, je pense à par exemple, en France en ce moment, on le sait, il y a une vague laïcarde très, très importante. Et donc, il y a des appels à projets qui pleuvent sur des questions de valeurs de la République et laïcité, déradicalisation. Et donc, souvent, on est amené à se dire, bon, c'est pas grave, cet appel à projet, il est dégueulasse, mais je vais répondre quelque chose qui va leur plaire. Et derrière, je vais faire ce que je veux. Alors déjà, le cercle vicieux, il vient du fait que répondre ce qu'ils veulent, déjà, ça prend énormément de temps. Donc, ça prend du temps et ça crée du surtravail. De devoir, au lieu de simplement dire, l'association, elle fait du boulot, admettons, dans un quartier, elle fait du boulot et simplement, on va lui donner des sous pour qu'elle existe et parce qu'elle fait du boulot avec les gens, il va falloir avoir du temps de travail supplémentaire pour écrire des dossiers qui rentrent dans les bonnes cases et déguiser un peu son action. Donc, le premier effet un peu vicieux, c'est le temps de travail. Et moi, j'ai vraiment le sentiment de mon expérience et de celle de mes collègues et camarades que ça fait, c'est énorme en fait. Le temps de travail, il est exponentiel, quoi. Du coup, tu réponds à des trucs, tu dois systématiquement réorienter une action toute simple qui va être, je sais pas, faire du sport au pied d'un immeuble. Il va falloir que tu ailles gratter pour dire que c'est dans le sens de l'insertion professionnelle, c'est dans le sens de la déradicalisation dans les quartiers prioritaires. Du coup, ça fait énormément de temps, donc ça fait énormément de temps supplémentaire qui est souvent très, très mal rémunéré. Donc, il y a un temps, enfin, il y a un premier effet un peu vicieux, très matériel là-dessus. Ensuite, je dirais que se dire qu'on garde une autonomie d'action, c'est parfois un petit peu illusoire. Parce que finalement, ces appels à projets auxquels on répond, et alors en plus, ça, le bouquin, on l'a écrit on a démarré l'écriture il y a 3 ans. Là, en ce moment, il y a en France la loi contre le séparatisme là, qui est en train d'être votée et qui stipule que les associations doivent absolument, enfin que toute association sera dissoute si, par exemple, il y a, alors je ne sais plus comment le gouvernement le décrit pour ne pas dire ouvertement que c'est un truc contre les musulmans, mais si l'association, elle fait de la non-mixité, elle peut être dissoute. Si l'association, quelle que soit la non-mixité, si l'association, elle promeut des actions non autorisées, donc par exemple des manifestations sur la voie publique, elle peut être dissoute. Donc là, on va avoir tendance du coup à essayer de feinter ces choses-là en posant des... Mais finalement, en faisant ça, alors déjà, on ne fait pas front contre ces discours. C'est-à-dire, c'est compliqué cette question parce que bien sûr qu'on peut se dire, c'est pas grave, on va répondre et on fera ce qu'on veut. Mais déjà, on fait rarement vraiment concrètement ce qu'on veut parce qu'il y a quand même beaucoup de contrôle, et puis parce que tout le monde, le milieu associatif, du coup, les assos se concurrencent les unes les autres pour répondre le mieux possible à des projets dont tout le monde sait bien qu'ils ne recouvrent pas du tout la réalité du travail, au lieu à un moment ou à un autre de dire non, stop, ça suffit. On ne va pas aller répondre à des appels à projets sur l'insertion professionnelle alors que vous n'avez pas de poste à offrir. Je ne sais pas si c'est un peu...
je ne sais pas si c'est un peu clair ce que je veux dire par là, mais c'est que on a beaucoup entendu, mais notamment y compris de la part des directions associatives, dire c'est pas grave, tu réponds à ce truc-là. Alors, en plus que maintenant en France, je ne sais pas si c'est pareil au Québec, mais le secteur associatif qui avant fonctionnait par subvention de fonctionnement, donc tu avais une subvention globale à l'année pour avoir un certain nombre de salariés et faire une action. Désormais, pratiquement l'ensemble des financements, c'est des financements par projet. Ça veut dire que une institution, admettons la municipalité, elle te finance plus pour avoir un poste, par exemple, je sais pas, chargé de l'accompagnement à la scolarité dans un centre social. Elle te finance sur un projet spécifique. Et donc, ce projet, il a un début et une fin. Donc, à la fin de ce projet, si tu veux garder ton poste, il faut que tu redéposes un autre projet. Donc, le fait de répondre à ces appels à projets, le fait de se dire, c'est pas grave, je vais y répondre et je ferai ce que je veux, il y a une forme de cercle vicieux là-dedans parce que ça appelle à y répondre de plus en plus. Donc, finalement, à répondre à la mode du moment des institutions de plus en plus. Et ça, on le voit bien, c'est un peu cynique. Tous les ans, il y a des modes dans les appels à projets. Il y a une année où c'est l'insertion sociale et professionnelle. Là, c'était les valeurs de la République et la laïcité. Et dépendamment de l'actualité, les pouvoirs publics, hop, ils aiguillent leurs appels à projets du moment. Donc, le fait d'y répondre, bien sûr que ça permet d'avoir une action, mais ça peut être un jeu un peu pervers aussi, qui est celui des institutions. Mais c'est intéressant parce que, y compris les milieux syndicaux de ces institutions publiques disent aux milieux syndicaux des associations, vous devriez faire front et refuser de répondre à ces appels à projets. Alors, c'est toujours un peu compliqué, on se renvoie la balle, mais voilà, en tout cas, le fait de répondre dans ces modes-là, ça crée aussi, ça participe d'une forme de bureaucratie de plus en plus importante. Pareil, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en France, le secteur associatif, il est soumis à une paperasse absolument terrifiante où il faut tout rentrer dans les bonnes cases, donner le bon nombre de bénéficiaires. Donc en plus, on est amené la plupart du temps, très franchement, à mentir énormément, à dire qu'on a eu 250 bénéficiaires parce qu'il en faut toujours beaucoup plus. En même temps, si tu en as eu 250 l'année d'après, puisque tu as eu les 250 l'année d'avant, ça ne se justifie plus. Donc, il faut que tu trouves d'autres bénéficiaires. Ça a un impact sur le travail réel. Nous, c'est ça qu'on avait envie de dire, c'est que ça a un impact sur le travail réel des associations. C'est-à-dire, tu réponds à un appel à projet. On a eu des exemples dans l'enquête un peu collective, là, quand on a mené des entretiens, une association de réduction des risques pour les usagers et usagères de drogue qui dit on va aller répondre à des appels à projets sur l'accueil des migrants. Mais ils le font extrêmement mal parce que ce n'est pas leur boulot, parce que ce n'est pas à ça que sont formés les travailleurs et les travailleuses à l'intérieur de la boîte. Et ce n'est pas de leur faute, mais c'est juste pas leur cœur de métier. Et du coup, on pense aussi que ça a un impact très négatif sur les bénéficiaires parce qu'il y a des bénéficiaires qui se retrouvent brinque-ballés. Moi, je pense souvent, ça me rend assez coléreuse aux bénéficiaires. Je pense par exemple, moi, je travaille dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, un quartier pauvre. Et je pense les gens, mais les pauvres, un jour, on les appelle pour leur dire oui, il faut faire un projet cuisine. 2 jours après, on les appelle pour leur dire en fait, il faut faire un projet média. Il nous faudrait 10 femmes pour apprendre à faire du codage numérique. Enfin, c'est terrible. On a presque l'impression que les gens sont à la merci de l'appel à projet qui est en cours, quoi. Donc, voilà, c'est ça un peu qu'on décrit par ce cercle vicieux. Puis par rapport à cette question de financement par projet puis du précariat des employés, vous dites quand même que c'est ça, il y a une partie, donc 47% des employés qui sont en contrat de durée indéterminée, mais l'autre part de la main-d'œuvre, en fait, est employée de manière plutôt atypique. Vous parlez notamment du statut d'auto-entrepreneur. Nous, on appelle ça les travailleurs autonomes au Québec. Souvent, des contrats de volontariat, de bénévolat, notamment via le service civique volontaire, qui est comme un programme essentiellement qui recrute des adultes de 25 ans et moins pour un volontariat de 6 mois à 1 an, si j'ai bien compris, qui sont rétribués par une forme d'indemnité et non un salaire. Donc, qui est moins, en fait, que le taux minimum, le salaire horaire minimum.
au Québec, on a beaucoup, puis en fait, les membres du collectif de la revue étaient impliqués dans la campagne sur la grève des stages, contre les stages non rémunérés, mais on sait qu'il y a un apport d'un nombre incroyable de stagiaires en sexologie, en travail social, en psychoéducation, en animation culturelle, en communication, qui viennent aussi nourrir les rangs des milieux communautaires chaque année, qui doivent faire des centaines d'heures de travail non rémunérés. Et donc, pour cette raison-là, vous parlez que la frontière entre salariat, bénévolat est très floue, en fait, qu'il y a une barrière très imaginaire entre le volontariat et le salariat, mais vous dites aussi, vous parlez un peu plus loin du sous-prolétariat associatif. Pour parler notamment des personnes qui sont employées dans les programmes du service civique, qui font différentes tâches comme nettoyer les plages, faire de l'aide domestique, faire la garde des enfants après l'école, qui sont embauchées aussi à des taux très bas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette idée de sous-prolétariat associatif? Nous, à la base de cette idée, il y avait l'idée de contrer le discours de la grande famille unie des associations. C'est-à-dire que souvent, comme il y a cette idée qu'on travaille tous et toutes pour la même cause et pour le même objet social, du coup, entre nous, il n'y a, entre nous, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas différents statuts, il y a une espèce de grande famille associative unie qui concourt aux mêmes objectifs. Alors, je fais une petite parenthèse quand je parle de cette famille associative unie, et je pense que ça, c'est quelque chose qui manque dans le bouquin. Je parle vraiment d'un certain type d'associations qui sont les associations plutôt de petite taille, avec un objet social très, très fort. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment bien décrit. Ça nous a été dit aussi un peu dans la réception. Et plus j'avance dans les échanges, plus je me rends compte que c'est un manque. En France, il y a des associations, il y a une typologie d'associations assez large entre des associations plutôt de petite taille avec un objet social très fort, qui peuvent être parfois assez militantes ou en tout cas porter, on va dire, une cause forte. Je pense, je ne sais pas, à des bars associatifs, à des associations culturelles, à des plutôt petites associations. Et après, il y a les grandes associations, par exemple celle du service à la personne, où elle, là, pour le coup, c'est très clair. Là, il n'y a pas de famille associative unie. En réalité, c'est des entreprises, elles ont un fonctionnement d'entreprise. Le statut associatif, enfin, je pense vraiment sur le service à la personne, ou je pense par exemple aussi aux associations qui font de la réinsertion par l'entretien, des agents d'entretien, donc qui sont des personnes en dehors des milieux professionnels et qui sont embauchés par une association pour aller faire du ménage. Là, il n'y a pas de cause, quoi. Enfin, je veux dire, les personnes, elles bossent pour aller faire du ménage, elles bosseraient en intérim, ce serait exactement la même chose. Et là, la segmentation, les strates entre les personnes sont beaucoup plus claires. C'est vraiment un fonctionnement entrepreneurial assumé. Dans les plus petites associations avec un objet social, une cause assez forte, souvent on se dit qu'il n'y a pas, il est dit, ou enfin, qu'il n'y a pas de différence de statut. Nous, ce qui nous semblait important, c'était de remettre. Je vais. Non. Ouais, c'était de parler de ces différences de statut au sein des associations. C'est ça qu'on a appelé le sous-prolétariat associatif. Je ne suis pas sûre que le terme soit très judicieux, mais du coup, le secteur associatif, il a recours, et c'est ce qui le rend moins cher, à un pléthore de contrats précaires. Et c'est aussi, et c'est en lien avec les premières questions que tu posais, c'est aussi largement organisé par l'État. C'est-à-dire qu'il y a le fameux service civique. Donc, le service civique, c'est à peu près 500 € par mois, sans limitation du temps de travail. C'est censé ne pas être du travail, c'est censé être donc du volontariat. Donc, normalement, il n'y a pas de rapport de subordination entre la structure et la personne qui est en service civique. Bien évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de rapport de subordination. Il y a nécessairement un rapport de subordination à partir du moment où la personne, tu lui donnes des horaires de travail et tu lui demandes de faire quelque chose. Il y a un rapport de subordination. Comme ce n'est pas censé être du travail, il n'y a pas de limitation horaire. Donc, il y a des services civiques qui sont à 35-45 heures semaine à 500 € par mois et sous couvert d'engagement.
Donc, il y a ce fameux service civique. Et alors, ce qui était vraiment intéressant, nous, dans notre travail autour du service civique, qui n'est pas un travail très, très universitaire, hein, qui manque un peu d'objectivation, mais c'est que dans les personnes qu'on a rencontrées, puis bon, nous, on en a fait aussi, qui sont passées par la case service civique, tu as des personnes, il y a même au sein même des services civiques, une distinction. Tu as des personnes qui vont faire un service civique parce qu'elles sont étudiantes, elles ne savent pas trop quoi faire après leurs études universitaires, et donc ça fait 1 an, mais c'est plutôt des personnes qui ont fait des bonnes études, qui sont issues de milieux relativement privilégiés, qui vont ensuite utiliser le service civique comme un tremplin pour rentrer dans l'association. Et tu as des personnes pour lesquelles le service civique, c'est tout simplement le seul truc qui est possible après une déscolarisation ou après une recherche d'emploi infructueuse. Et ce n'est pas les mêmes services civiques. C'est-à-dire que tu as des services civiques pour les premiers qui sont plutôt intéressants, où tu as plutôt des missions intéressantes, plutôt tu es considéré, tu fais partie des prises de décision de la structure. Et après, tu as les services civiques, ramassage de déchets, quoi, qui sont, c'est ce que tu évoquais, sous couvert de écologie, éco-citoyenneté, des personnes qui en réalité font vraiment le sale boulot, quoi. Et ce qui est intéressant et qui est pas mal travaillé par une chercheuse qui s'appelle Maud Simonet, qui a fait un gros boulot sur le travail gratuit, c'est que, en tout cas, ce qui est en ce moment la pente sur laquelle l'État est en train de glisser, c'est de rendre, les aides sociales vont dépendre. En gros, tu auras tes aides sociales si tu acceptes de faire ce fameux volontariat, bénévolat, travail gratuit, notamment dans les associations. Et donc, du coup, les aides sociales seront conditionnées à ce travail gratuit. Et donc, tout ça nous ramène à l'idée que tout le monde n'est pas salarié associatif par le cœur, quoi. Il y en a qui vont l'être tout simplement parce que sinon, ils vont se faire couper leur chômage. Et du coup, ça nous semblait important de casser un peu cette espèce de mythe selon lequel les associations, c'était nécessairement un engagement. La personne, elle veut travailler dans l'associatif parce qu'elle a du cœur et du temps. Il y a quelque chose qui est un peu issu, je pense, de l'imaginaire un peu chrétien, du don de soi, des associations où il y a des femmes au pour pas d'argent, alors qu'en réalité, la réalité du secteur associatif tel qu'il est aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de personnes très précarisées, qui ont des salaires extrêmement bas, et on a eu envie de décrire un peu cette segmentation-là, quoi, que ce soit plus que souvent, moi j'ai entendu en tant que travailleuse associative, tu fais beaucoup d'heures, mais c'est normal dans les assos. Et ce fameux c'est normal dans les assos, en fait, à bien des égards, il me semble questionnable. Et en plus, tu fais beaucoup d'heures, mais ça dépend de ton statut et tes heures, est-ce qu'elles sont rémunérées ou pas, quoi. Voilà, c'est ça la grande question du service civique et de toutes les pléthores de contrats aidés que l'État a créés. Merci. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a fait une entrevue avec Maud Simonet sur cette question, sur la question du travail gratuit au début de la pandémie. Donc, si ça vous intéresse, vous irez voir sur le site. Mais justement, ma prochaine question, c'était par rapport à cette culture-là dans les milieux associatifs, que vous parlez un peu d'une culture du dévouement. Qui revêt, en fait, qui est beaucoup attaché à l'importance éthique du travail dans le milieu associatif. Tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux développer un peu sur comment cette culture du dévouement-là est beaucoup liée au dévouement de la salariée ou du salarié à l'entreprise elle-même ou à l'association? Comment c'est lié à sa dimension, à la dimension de gestion là, de l'association, cette culture du dévouement-là? Il y a un vrai... il y a un vrai management du dévouement. C'est-à-dire, il y a un vrai... déjà, c'est très mal vu. Alors, je vais prendre les choses par le contraire. C'est très mal vu de partir à l'heure dite dans le secteur associatif. C'est mal vu, y compris entre collègues. Ça crée des disparités assez fortes sur ah oui, mais elle fait du 9h-17h. Et c'est très mal vu de faire du 9h-17h puisque la cause est tellement importante et le travail est tellement infini que du coup, tu pourrais rester plus. Et donc, si tu ne restes pas plus, c'est que tu n'es pas suffisamment dévoué à ton travail, pas suffisamment investi dans ton travail. Et du coup, ça crée et ça à tous les niveaux.
il ne s'agit pas uniquement des cadres ou des dirigeants associatifs qui, eux, seraient investis et du coup ne compteraient pas leurs heures. Moi, c'est des arguments, cet argument des heures et du de je reste parce que c'est important pour moi, que j'ai entendu, notamment beaucoup de collègues qui sont agents d'accueil et qui disent oui, mais je ne vais pas refuser une personne, alors que elle, et vraiment là je dis elle parce que c'est des postes très essentiellement féminins, euh, elles, elles sont extrêmement mal rémunérées et elles ont cette même culture du dévouement. C'est quoi un genre d'accueil, juste? Agents d'accueil, les personnes qui accueillent les bénéficiaires je Ah, sais ok. pas, dans un service social, dans un centre social, dans une association. Et, et ou même moi j'ai entendu ça beaucoup d'agents d'entretien, donc de femmes de ménage, qui disaient oui, mais c'est important, j'ai envie de bien faire mon travail parce qu'il faut que l'association puisse fonctionner. Et donc, ce dévouement, cette culture du dévouement, crée des heures non rémunérées parce que la plupart des heures complémentaires dans le secteur associatif ne sont jamais rémunérées. Souvent, elles ne sont même pas notées. Les personnes, elles travaillent plus et elles ne notent pas. Et quand elles sont notées, elles sont éventuellement récupérées et encore. Et en tout cas, elles ne sont jamais rémunérées selon le code du travail. Le secteur associatif, il profite, disons, il est très souvent en dehors des clous du code du travail. Il n'y a pas alors, je ne sais pas du tout comment marche le droit du travail au Québec, mais donc en France, il y a le droit du travail et ensuite il y a ce qu'on appelle des conventions collectives qui sont les conventions qui régulent le droit branche par branche. Donc, il y a une convention collective de la restauration, du bâtiment, et il n'y a pas de convention collective des associations. Il y a plusieurs conventions collectives et il y a des associations qui n'en ont pas. Et du coup, ça fait qu'il n'y a pas une sorte de il n'y a pas de revendication possible sur les heures. Alors que vraiment, un des communs du secteur associatif, c'est ce fameux dévouement et donc c'est ce fameux dépassement horaire. C'est vraiment, je pense, le nœud de la question du dévouement, c'est dans cette question du temps de travail, simplement du fait de énormément travailler. Et je dirais que ça produit aussi. Moi, je suis par ailleurs militante syndicale et j'anime des permanences où on accueille des travailleurs associatifs qui viennent parce qu'ils ont des soucis au boulot. C'est incroyable la souffrance au travail qui est vécue par les personnes qui viennent dans ces permanences. Et souvent, quand elles craquent, elles disent oui, mais je ne veux pas lâcher parce que c'est important pour les gens que je sois là. Et donc, ça crée cette espèce de compassion quoi, qui est en fait aussi un outil de management et qui crée des burn-out. Alors, je pense qu'il y a des burn-out dans tous les secteurs du travail. Je pense que le salariat globalement et le travail globalement créent du burn-out. Mais c'est vrai que pour m'être penché plus sur le secteur associatif, je ne compte plus le nombre de personnes qui ont craqué parce que il y avait trop d'écart entre ce que tu es censé faire, ce qu'on te demande de faire, le cœur que tu y mets, la reconnaissance qui est tellement, tellement ridicule au regard des efforts investis, quoi. Voilà. Puis par rapport à ça, donc, on comprend bien comment les employés se sentent plus responsables, en fait, ou se sentent plus investis, là, justement à cause de la mission que tu nommais, où la frontière entre le travail et l'engagement est assez floue au final. Puis les heures rémunérées, est-ce que c'est du bénévolat, est-ce que c'est du militantisme ou est-ce que c'est du travail non rémunéré? Ça devient assez flou. Mais avec ta co-autrice, avec Stella, vous dites aussi qu'il y a une autre des caractéristiques de l'emploi dans les milieux associatifs, c'est aussi souvent le fait que on vous embauche d'après certaines caractéristiques sociales, c'est-à-dire que on cherche pour un emploi, on cherche une femme, on cherche une personne racisée, une personne issue du quartier, une personne homosexuelle, trans, etc. Donc, il y a des caractéristiques de notre identité qui font partie, en fait, des critères d'embauche. Et ces caractéristiques-là sont souvent visent à contrecarrer au départ des préjugés qu'on a associés à certains groupes sociaux qui sont jugés moins compétents, qui sont jugés moins intégrés ou désintéressés par la vie collective. Mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant. Est-ce que tu peux nous expliquer les conséquences, en fait, de cette... Là-dessus, il y a, je pense, un passage dans le bouquin
qui est issu d'un entretien avec une personne qui bosse dans une association d'aide aux devoirs. Et lui, il est recruté parce qu'il habite le quartier où il travaille. Et ça présente un vrai... Alors, elle est très ambiguë, cette question. Ça présente un vrai intérêt pour l'association, notamment pour pouvoir rentrer dans ce quartier-là et si trouver une légitimité d'action de recruter quelqu'un qui est issu de ce quartier. Donc, on va du coup lui demander de faire médiation entre les collégiens de ce quartier qui sont censés être inapprochables et incadrables, quoi. Et alors lui, il va servir justement à les cadrer parce qu'il est issu de ce quartier et que du coup, il les connaît bien et que ça va faire un pied dans le quartier. Ça va conférer à l'association une légitimité d'action. Et pour autant, on va quand même lui demander de ne surtout pas être ami avec les personnes avec lesquelles il travaille, de surtout pas faire de préférence pour ses voisins, ses parents, les amis de ses parents. Donc en fait, on va présupposer que son statut fait de lui quelqu'un qui va faire du clientélisme ou qui va ne pas avoir une posture professionnelle, ne pas savoir être neutre. Donc il y a une vraie ambiguïté à cette question parce que on veut recruter cette personne en tant que jeune du quartier et en même temps, on ne veut pas qu'il le soit trop. Il faut quand même qu'il ait une posture très, très professionnelle et on va le regarder beaucoup plus sur sa posture que son collègue qui n'est pas issu de ce quartier. Et en même temps, on ne veut pas qu'il le soit trop et en même temps, on veut quand même qu'il le reste parce que sinon, on perd la tâche avec le quartier. Et donc, c'est dans le bouquin, c'est mon entretien préféré. Lui, il fait un service civique. Il termine son service civique. L'association lui demande de continuer bénévolement de faire de l'aide aux devoirs sur facture, quoi, enfin sur facture de déplacement. Et il dit à ce moment-là, ça les arrange bien que j'ai un pied dans les deux camps. Et je trouve cette expression, elle est, enfin, moi, elle m'a beaucoup fait réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ces deux camps-là? Et je trouve c'est très pertinent, quoi, de sa part, quoi, de viser ça comme ça. Alors après, ce qui est compliqué dans cette question de recruter des personnes pour ce qu'elles sont ou ce qu'elles renvoient ou ce qu'on imagine qu'elles sont ou ce dont on a besoin pour répondre à un appel à projet, c'est que ce qu'on veut dire, c'est absolument pas qu'il ne faudrait pas recruter des personnes concernées. Il y a aussi, alors là, je pense notamment au secteur médico-social et à ce qu'en France, on appelle le travail pair, qui est, par exemple, les associations, l'association dont je parlais tout à l'heure de réduction des risques pour et par les usagers et usagères de drogue, oui, c'est des usagers et usagères qui travaillent. Et bien évidemment que du coup, ça a un intérêt que ce soit les personnes concernées qui fassent du travail. C'est un peu, je pense, le travail communautaire au sens... Après, la difficulté, c'est que souvent, ces personnes-là, elles sont, alors déjà, statutairement, ça arrive qu'elles ne soient même pas invitées aux réunions d'équipe, qu'elles soient moins bien payées que leurs collègues éducateurs ou éducatrices spécialisées, qu'on les renvoie au fait qu'elles ne sont pas diplômées, qu'elles ont un vécu expérientiel et que du coup, elles n'ont pas de légitimité théorique, que du coup, elles auraient une manière de travailler qui serait plus spontanée. Et du coup, en fait, leur statut, elles sont moins considérées dans leur travail que des personnes qui sont recrutées par la voie royale, qui est la voie du diplôme. Donc, on ne dit pas du tout qu'il ne faudrait pas recruter des personnes concernées par les questions sur lesquelles travaillent les associations, mais simplement qu'il y a un travail de se regarder faire pourquoi je recrute cette personne-là, qu'est-ce que j'ai comme lien dans un quartier, qui est très peu fait en fait par les associations qui ne regardent pas, en tout cas, moi de ce que j'en vois, qui ne regardent pas ce qu'elles produisent, y compris en termes de racisme, de sexisme. Moi, j'ai des souvenirs d'assauts dans lesquels j'ai été bénévole, où on va recruter plein de jeunes de quartier et après, on fait le week-end de rencontres des bénévoles de l'association et on va aller leur dire « Arrêtez de manger entre vous » parce qu'ils sont à la même table. Mais c'est ce qui est quand même incroyable parce qu'on
on leur demande d'être bénévoles dans cette association parce que c'est des jeunes de quartier. Et après, il ne faudrait pas qu'ils mangent entre eux, mais le entre eux ne désigne jamais que l'autre et jamais les fameux bac+5 de l'associatif. Donc voilà, il y a une ambiguïté très très forte dans cette question qui est pas du tout résolvable par le fait de ne pas recruter de personnes concernées. Mais en tout cas, quel statut ces personnes elles ont, qu'est-ce qu'on leur demande de faire, comment on leur demande de surtout ne pas favoriser leur communauté, et comment du coup elles sont soumises à des injonctions très fortes liées à leur statut. Par, par rapport à ça, ça fait beaucoup écho en fait à une expérience qui a été, à des expériences de femmes noires et racisées dans les milieux féministes au Québec. On pourra diffuser sur les réseaux sociaux la présentation qui a été faite il y a quelques années par rapport à ça, mais que ça avait suscité quand même beaucoup de réactions aussi de la part du milieu féministe qui fait des tournées aussi sur le féminisme intersectionnel et tout, mais que dans la mise en pratique, en fait, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'obstacles pour que les femmes noires et racisées, en fait, puissent travailler dans ces espaces-là. Donc, il y avait plusieurs impacts ou obstacles organisationnels. En tout cas, on partagera l'entrevue. Ça fait beaucoup écho avec ce que tu dis. Donc, on comprend à la lecture de ton livre, puis aussi en t'écoutant, en fait, que les employés des milieux associatifs ou des milieux communautaires ont un rôle dans leur propre exploitation. Ça pourrait donner l'impression des fois que les travailleurs et les travailleuses sont les pires pour être leurs propres patrons, en fait, parce qu'il y a une culture du dévouement, parce qu'on police nos collègues aussi lorsqu'ils refusent de travailler du temps supplémentaire. Donc, cela, pour vous, c'est dû, entre autres, au fait que les employés sont condamnés à reproduire la structure par elles et eux-mêmes. Dans le fond, ils font les demandes de subvention pour leur propre poste, ils font leur propre reddition de compte, leur propre bilan, ils élaborent, puis là, je vous cite, là, des bricolages et des bidouilles pour obtenir des subventions. Donc, bref, ils reproduisent leur propre cadre de travail. Mais il y a quand même une direction puis un conseil d'administration dans les associations. Où est-elle? Que fait-elle, cette direction-là? C'est quoi son rôle dans le maintien de cette culture dans les associations? Alors, justement, je pense que là-dessus, c'est ce que je t'évoquais tout à l'heure quand je te disais qu'il manque dans le bouquin une sorte de cartographie des types d'associations existantes en France. Parce que je pense que pour répondre à ta question, ça dépend beaucoup des associations et notamment pas mal de leur taille. Le fonctionnement associatif, donc il y a effectivement, comme tu le dis, un conseil d'administration. Ça, c'est à la base, c'est le cas de toutes les associations. La plupart du temps, les CA, ou en tout cas, et de notre expérience et de celle des personnes qu'on a rencontrées en faisant des entretiens, les CA sont complètement déconnectés de la question du travail. C'est-à-dire que souvent, historiquement, alors déjà parce que il faut avoir du temps pour être dans un conseil d'administration. Souvent, c'est des personnes. Alors, il y a eu un boulot qui a été fait, un boulot sociologique de qui sont les conseils d'administration. Souvent, c'est des enseignants retraités qui font ça pour la cause, mais qui ne s'intéressent pas nécessairement et qui surtout n'ont jamais pratiqué le travail qui se passe qui ne sont pas travailleurs associatifs ou qui ne l'ont jamais été et qui sont souvent un peu du coup déconnectés. Ça arrive qu'il y ait des CA qui se réunissent une ou deux fois par an et qui du coup concrètement ne jouent pas du tout de rôle employeur, n'assument pas le rôle employeur. C'est-à-dire qu'ils vont aller prendre des décisions stratégiques sur ce que fait l'association, sur le contenu, sur on va dire les grandes décisions politiques, mais par contre, ils ne sont pas du tout formés à le faire et ils n'assument pas de parler de questions de travail. Donc, il y a une déconnexion très, très importante entre les conseils d'administration et les salariés. La plupart du temps, bien sûr, là, j'y vais un peu à gros traits et il y a aussi beaucoup d'assauts où il y a un CA qui s'investit sur des questions d'organisation du travail. C'est assez rarement le cas. Ensuite, effectivement,
le boulot de gestion de l'exploitation, il est souvent délégué à la fameuse direction. Le directeur ou la directrice, ce qu'on a souvent entendu, c'est des histoires où c'est une personne qui dit « Oui, mais moi, je suis dans le même… » Pardon, excuse-moi. C'est les fameux bruits parasites. Le directeur ou la directrice, il dit « Moi, je suis dans le même bateau, je bosse aussi, je compte pas mes heures non plus. » Et où du coup, il y a cette fameuse prétendue famille associative où on est tous pareils et où du coup, personne ne compte ses heures. Et enfin, nous, on a beaucoup rencontré, dans mon expérience personnelle, des chefs qui n'assument pas d'être chefs et qui, en réalité, sous couvert de cause, font passer leur autoritarisme pour un dévouement à la cause, quoi. Voilà. Qu'est-ce que… Je ne sais pas si tu voulais préciser un petit peu sur… Ça répond bien, je pense. En tout cas, c'est sûr que la question que tu poses, c'est une question qui a été reçue un peu douloureusement aussi dans la réception du bouquin, parce que c'est très mal accepté dans les petites assos, notamment, dans les petites structures familiales. Les gens n'aiment pas du tout quand on parle de patron. Ils n'aiment pas du tout quand on parle de direction, ils n'aiment pas du tout quand on parle de pouvoir, parce qu'il y a bien souvent des projets d'horizontalité, qu'il y a bien souvent une silenciation totale de la question du pouvoir, de la subordination, des heures. Et alors, c'est très intéressant parce que du coup, ce truc de se dire chacun s'auto-exploite, c'est aussi une manière de ne pas dire qui exploite en réalité. C'est aussi une manière de ne pas désigner, parce qu'il y a bien quelqu'un qui signe le contrat de travail, il y a un salarié et il y a bien un employeur. Et du coup, ce truc de l'auto-exploitation, c'est souvent aussi ne pas désigner le fait que, non, en réalité, il y a bien un employeur. La grande difficulté de la question de l'employeur, oui, c'est ça que je voulais dire. La grande difficulté de la question de l'employeur dans les associations, notamment dans celles qui reçoivent énormément de fonds publics, c'est que l'employeur, c'est à la fois l'association, mais en réalité, c'est aussi l'État. Parce que ton poste, il est financé à 100% par les fonds publics. Donc, celui qui te charge de travail, qui te demande les fameux appels à projets dont on parlait au début, qui te demande de plus en plus de choses pour financer ton poste, finalement, c'est les pouvoirs publics. Donc, en réalité, quand tu veux faire face à la personne qui te surcharge de travail, tu fais face à ton directeur ou à ta directrice, mais en fait, il est salarié comme toi, à ton conseil d'administration, mais en fait, il est absent, et à ton financeur, mais en fait, il y en a plusieurs, et en plus, ce n'est pas tes employeurs. Donc, la question de la hiérarchie et la question du coup du front, elle est extrêmement compliquée dans la mesure où il y a c'est comme si tu avais des patrons multiples. Et donc, du coup, finalement, c'est le moment où tu en arrives à te dire « oui, mais c'est de ma faute. C'est moi qui ai trop travaillé, c'est moi qui me suis mal organisée. » Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment énormément vécu, que moi, j'ai même vécu, que même je vis encore, qui est de me dire « finalement, si je ne m'en sors pas, c'est l'auto-exploitation. » Et en fait, ce terme d'auto-exploitation, on devrait pas l'employer. Parce que, en tout cas, la surcharge, elle vient bien d'une injonction. Et l'injonction, elle vient pas uniquement de la personne. Ouais. Oui, puis vous parlez bien comment l'expérience du burn-out récurrent et dans le fond une expérience collective du travail en milieu associatif, là, en fait. Avant de terminer l'entrevue, j'avais envie qu'on parle un peu parce que vous accordez vraiment une petite partie pour les perspectives de lutte et d'organisation. Il y a comme 9 pages. C'est pas un très gros livre, mais quand même, c'est assez court pour parler des luttes et de l'organisation face notamment aux coupes budgétaires dans les associations. Tu pourrais-tu nous parler un peu plus de ta perspective ou de votre perspective en tant que co-autrice par rapport à l'organisation dans les milieux associatifs? Comment cette lutte-là peut se faire sans verser dans une forme de corporatisme ou de professionnalisation qui est déjà bien implantée, en fait, dans les milieux associatifs, mais surtout comment on peut penser le rapport des non-salariés dans cette lutte-là, que ce soit les bénévoles, les stagiaires, les allocataires de différents programmes, alors qu'on sait qu'il y a une part importante du budget qui va à la masse salariale. Donc, comment répondre aussi ou adresser cette question-là de sous-prolétariat associatif
Nous quand on a écrit le bouquin, on sortait depuis peu de temps d'une lutte qui a eu. Il y a une forme de contrat aidé qui s'appelait les CUI-CAE, contrat unique d'insertion, contrat d'aide à l'embauche, qui ont été supprimés par un gouvernement, je ne sais même plus lequel. Donc, tout un tas de gens ont perdu leur boulot. Alors, c'est un peu ambigu parce que c'est pas qu'ils ont perdu leur boulot, c'est que leur employeur a perdu l'aide. Donc, ils n'ont pas été reconduits. Mais en réalité, techniquement, l'employeur aurait pu dire OK, on te garde, juste on n'a plus la subvention, on va la trouver d'une autre manière. Et du coup, les gens ont fait des manifs contre la suppression de ces contrats. Il y avait eu des manifs avec une banderole on veut nos contrats de merde payer des miettes. Qui disait bien, parce que c'est des contrats absolument catastrophiques, extrêmement mal payés, extrêmement précaires, mais du coup, des gens se retrouvaient quand même sans boulot. Donc, il y a eu des manifs contre cette suppression, il y a eu des réunions, et moi, pour y avoir participé, j'ai constaté que rapidement, ces réunions, elles devenaient un peu ce que tu décris dans ta question, c'est-à-dire, bon, bah, on va s'organiser. Il paraît qu'il y a des pôles emploi où il reste des emplois aidés. Ah bah, peut-être qu'on va pouvoir trouver un moyen de bidouiller sur une autre forme de contrat. Et donc, ça devenait des réunions non plus de lutte contre la suppression de ces postes, mais des réunions de réadaptation sur quelles aides on va pouvoir avoir. Donc, un truc très corporatiste. Du coup, voyant cette difficulté-là d'évoquer ça, on a été un peu lâche. C'est pour ça que la partie sur les luttes est extrêmement rapide. C'est parce que je pense qu'on n'avait pas, à ce moment-là, d'expérience de ce que tu décris, c'est-à-dire une lutte qui ne serait pas une lutte de défense des intérêts du secteur en tant que tel, et donc une lutte où tu luttes pour que tes moyens de production restent tels quels, mais qui serait vraiment une lutte de dépassement, y compris de dépassement de ces fameuses strates à l'intérieur du secteur associatif. Depuis, il y a quand même eu, alors moi, à l'échelle déjà moi de mon travail, de ma vie, puisque actuellement je suis dans un mouvement de contestation fort dans l'association pour laquelle je travaille. Et puis, je dirais quand même beaucoup plus largement, il y a eu des assemblées de travailleurs sociaux en lutte. Donc, je pense que si on réécrivait le bouquin maintenant, la partie serait un peu plus longue. Les difficultés de cette lutte, c'est déjà ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire le flou juridique du secteur. Contrairement peut-être à des secteurs où la syndicalisation est forte parce qu'il y a une convention collective, il y a une tradition syndicale très forte, la tradition syndicale dans le secteur associatif n'existe quasiment pas. Voire même le secteur associatif, notamment dans ses pans les plus libéraux, quoi, un truc très macroniste, économie sociale et solidaire, entrepreneuriat social, qui disent oui, mais vous, avec vos histoires syndicales, vous êtes de l'arrière-garde. Vous battez, et donc, il y a très peu de tradition syndicale quoi, dans ce secteur. Donc ça, c'est un premier frein. Ensuite, il y a un autre frein qui est effectivement, on bute par la question du dévouement. Je suis travailleuse associative, je me syndique, mais dans le fond, je veux quand même faire du bon boulot, j'aime quand même mon boulot, j'aime l'asso, j'aime ce que j'y fais, et donc je ne veux pas devenir comptable de mes heures ou m'investir dans une conception très rigoriste et bureaucratique de ce que serait le syndicalisme. Et donc du coup, c'est ce qui permet d'aller vers des luttes qui sont propres, plus singulières, quoi, plus au mode de fonctionnement associatif. Moi, je fais l'hypothèse à la fin du bouquin, et c'est une hypothèse qui s'avère, en tout cas, qu'on essaie de creuser dans la lutte en ce moment, que une lutte qui fonctionne dans le secteur associatif, en tout cas une lutte qui permet de dépasser des choses, c'est aussi une lutte qui intègre ou tient compte, je ne sais pas comment dire, des bénéficiaires dans la lutte. Parce que pour tout ce qu'on décrit avant, c'est-à-dire la charge de travail dans les associations, la bureaucratisation, les abus de pouvoir, ça fait aussi faire du mauvais boulot.
Et ceux qui payent ce mauvais boulot, c'est les travailleurs, les travailleuses, mais c'est aussi et les services civiques, les stagiaires, et aussi les bénéficiaires. Et que donc, à parler aux bénéficiaires de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire à dire, OK, on est travailleurs, travailleuses dans une plateforme de demandeurs d'asile et on va aller parler aux demandeurs et demandeuses d'asile de notre lutte. Parce qu'en en fait, on va faire grève et que du coup, ça va fermer, que du coup, ils vont être à la rue. Mais en fait, on va, dans notre grève, intégrer les personnes, leur proposer de venir à une manif, parler ensemble, essayer de faire une assemblée qui dépasse la question corporatiste. Nous, c'est l'hypothèse optimiste qu'on fait à la fin du bouquin, qui est extrêmement difficile à vivre, à mettre en œuvre réellement, mais où il y a quand même, je pense, des bribes de ça qui sont en train d'exister. Alors après, sur c'est quoi les formes de la lutte dans les associations, en France, il y a un syndicat qui s'adresse spécifiquement au secteur associatif, qui est le syndicat ASSO, qui dépend de l'Union syndicale solidaire. À part ça, les travailleurs et travailleuses associatives sont éclatés dans des syndicats de branche. Donc, ça rend aussi difficile la rencontre, quoi. C'est une des difficultés auxquelles on se heurte. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, bon, on te dit que depuis la sortie du bouquin, là, tu pourrais-tu nous parler un peu des échos que vous avez eus depuis la sortie du livre? J'ai vu qu'il y avait des recensions en France, en Belgique principalement. Là, maintenant, on en parle au Québec. Comment ça a été reçu? Puis comment ça a été reçu dans ton milieu aussi, puis dans le milieu de Stella? Nous, on a été complètement dépassés par... au départ, ça devait être une brochure diffusée dans les milieux plutôt à la marge. Là, il y a plein d'exemplaires vendus. Enfin, voilà, on est un peu dépassés, je pense, par l'écho rencontré par le bouquin. Ce qui est une très... Nous, on a fait ce bouquin parce que déjà très, très personnellement, pour se dire qu'on n'était pas seul et que ce n'était pas notre faute s'il se passait ce qui se passait dans nos boulots. Attends, excuse-moi. Je m'éloigne, pardon. Ça, il faudra couper. Ouais, et donc, ouais, le truc qui est un peu flippant dans la réception et dans le fait qu'il y ait autant d'échos, c'est aussi qu'il y a énormément de personnes qui nous envoient des mails, qui nous contactent et qui sont en grande souffrance dans leur boulot et qui disent merci beaucoup, c'est chouette, je me reconnais. Mais bon, c'est quand même assez flippant de penser à quel point la souffrance au travail est un commun dans le secteur. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a eu des... Alors, c'est amusant la réception de ce livre. Il y a eu... beaucoup de gens disent que c'est trop court et que ça manque ou d'une suite ou de creuser beaucoup plus les sujets. On est tout à fait d'accord avec ça. Il y a beaucoup de syndicalistes qui nous disent que ça ne parle pas assez de syndicats, beaucoup de non-syndicalistes qui nous disent que ça en parle trop. Du coup, on se dit que globalement, on a trouvé une forme d'équilibre. En tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, avec la réception de ce livre, et je pense que c'est lié au fait qu'il est relativement facile à lire et appropriable, c'est qu'il est très approprié. C'est-à-dire beaucoup de personnes sont venues nous voir pour me dire « Oui, mais vous n'avez pas assez parlé d'eux. » Par exemple, ce que je te disais sur le fait que ça manque d'une typologie des associations, c'est des retours de lecteurs et de lectrices. Il y a des personnes qui nous ont dit « Oui, mais ça, ce n'est pas exactement vrai pour le travail social. » En fait, le bouquin, il est très approprié par des personnes qui font des liens et qui tirent des fils avec leur situation de travail. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. C'était l'objectif, c'était que ce soit un outil de lutte ou au moins un outil de... Nous, on a constaté des choses assez marrantes. Par exemple, il y a beaucoup de boîtes qui font des commandes en commun, c'est-à-dire de collègues de travail qui en achètent 10 et qui le lisent ensemble. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voulait. C'était on sait il est très discuté et qu'il y a aussi des points de désaccord. Mais en tout cas, c'est un bouquin qui est approprié par des personnes concernées par le sujet. Ce qu'on trouve chouette, quoi. Enfin, pour nous, c'est un retour extrêmement positif. Dans nos milieux, après, c'est compliqué, ça dépend ça dépend de quel penchant du milieu.
moi, je sais que dans mon boulot, et notamment auprès des personnes que j'ai enquêtées, il y a un grand sentiment de reconnaissance du fait que la parole ait été mise dans un bouquin, mais notamment, je pense aux personnes qui sont ce fameux sous-prolétariat associatif et qui trouvent ça chouette de se retrouver dans un livre. Après, les milieux... alors, c'est intéressant, on a fait très peu de présentations du coup du livre parce que c'est tombé il est paru la veille du premier confinement en France. Donc, bon, on a eu très peu l'occasion de faire des échanges en réel. Mais quand ces échanges ont lieu dans des milieux plutôt radicaux politiquement, bon, bah, les gens disent souvent bon, bah, c'est la preuve qu'il ne faut pas faire d'association et qu'il faut s'auto-organiser. Ce qui est vrai, hein, il faudrait, mais bon, tout comme il ne faudrait jamais travailler. Mais du coup, il y a pas mal de retours de ce type-là. Après, non, les retours sont globalement, je dirais, un, un soulagement et un sentiment d'écho, voilà, à des situations vécues par les personnes, quoi. Est-ce que vous avez des projets pour la suite? Alors, moi, je vois plein de creux sur lesquels j'ai très envie d'écrire. Après, bon, comme je suis encore travailleuse associative, j'ai absolument pas le temps. Mais j'aimerais beaucoup qu'on écrive, et on est un certain nombre à vouloir écrire sur la gestion de la pandémie par les associations. Sur là, ce qui s'est passé vraiment spécifiquement pendant un an, parce que je crois qu'il y a eu vraiment un tournant, une accélération quoi, des appels à projets, des délégations à des associations, des luttes internes entre petites associations et grosses associations, qui fait le boulot. Enfin, il y a eu mais vraiment une folie quoi, autour de il faut des assos qui d'abord disparaissent complètement du terrain, puis qui tout à coup se disent il faut vite, 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 vite pour maintenir mes subventions, que je montre que je fais le plus de choses possible en distanciel, enfin des trucs mais délirants pour justifier des subventions. Enfin, voilà, moi j'ai envie aussi, parce que je pense que ça a été très dur là de bosser cette année. J'ai envie de me poser un peu et qu'on puisse écrire un peu collectivement là-dessus. Ce serait, ouais, je pense que c'est l'idée, c'est encore un peu trop frais et je pense qu'on manque de matière, mais bon, j'en profite, quoi. Il y a une adresse mail à laquelle on répond très très mal, mais si les gens ont envie de nous passer des témoignages là-dessus, c'est avec joie. Ouais, je pense que c'est ça un peu le projet de suite. Ce serait te plains pas, c'est pas l'hôpital, quoi. C'est cool. Ben, ça fait pas mal le tour de mes questions. Je sais pas si y a des choses auxquelles tu aurais voulu nous partager ou des choses que je t'ai pas demandé que tu voulais préciser. Non, c'est chouette. Non, non, merci. Tes questions étaient intéressantes aussi, quoi, pour moi, à réfléchir tout ça. Donc. Ben, ça me fait plaisir. Donc, ben, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir pour toi, cet après-midi pour moi. C'était super. Peut-être mentionner aussi en terminant qu'il y a un extrait du livre qui se retrouve sur le site de Ouvrage. Donc, les gens qui sont intéressés à voir l'ouvrage puis voir la référence complète, en fait, ils pourront passer par le site pour en lire un extrait. Donc, je te remercie beaucoup. Je te remercie. Merci d'avoir accepté. Puis, ben, au plaisir de lire Te plains pas, c'est pas l'hôpital Ouais. dans quelques mois. Merci pour tes questions, en tout cas. C'est bon. Salut. Salut.